Aujourd'hui, dans Actu Décalé, nous parlons de l'Union africaine, membre du G20 enjeux et retombées. Nous avons pour invité Hamzat Abdoulaye. Hamzat, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes consultant politique et géopolitique, spécialiste des questions internationales, je vais dire relations internationales et diplomatie. Vous êtes sur ce plateau pour nous parler de l'Union africaine, membre désormais du G20. Je ne suis pas seul, vous le savez. Sergino Lokossou, bonjour. Bonjour à nouveau, Maurice. Bonjour à Hamzat Sassi et bonjour à tous les téléspectateurs. Vous avez dit Hamzat Sassi, Hamzat Abdoulaye. Hamzat Abdoulaye. Voilà. Hamzat Abdoulaye. C'est bien ça. Hamzat, c'est une décision attendue. Elle est désormais officielle depuis le début du sommet en Inde. Depuis le sommet en Inde, je vais dire samedi dernier, l'Union africaine a pris place en tant que nouveau membre du G20. La première question, est-ce une justice pour l'Afrique? Alors, une justice pour l'Afrique, je ne pense pas, parce qu'il faut comprendre déjà qu'on parle de l'Union africaine, qui est une entité à elle seule, qui englobe bien entendu tous les pays africains. Mais la question est de savoir, est-ce que l'Union africaine a consulté effectivement tous les pays africains avant cette intégration? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est bien entendu, quand on parle de l'Union africaine, ce n'est pas au sens propre un État. Donc, oui, ça bénéficie à l'entité, mais spécifiquement, est-ce que c'est une note positive pour les États? Il faut aussi rappeler, le G20, c'est plus un consortium d'États puissants, comme on le veut sur le plan économique, puisqu'ils ont, en termes de pourcentage, une domination sur l'échiquier planétaire, qui se sont réunis déjà pour juguler les crises économiques et les crises financières. Donc, c'était à la base 19 États. Ensuite, ces 19 États ont eu à ajouter ou à compléter l'Union européenne. Donc, c'est déjà du déjà vu, c'est-à-dire les États plus une union d'États pour ensemble se positionner sur plusieurs questions liées à l'économie, trouver des solutions et trouver aussi des pistes de sortie, parce qu'on est en plein dedans. Alors, décembre 2022, il y avait la réunion États-Unis-Afrique, le sommet États-Unis-Afrique, donc, et je pense que l'Union africaine avait à sa tête à l'époque le président sénégalais Macky Sall. Et c'était là où les choses se sont jouées, parce qu'en ce moment, le président américain avait fait une promesse formelle aux États africains et particulièrement à l'Union africaine pour plaider en faveur de l'Union afin que celle-ci soit intégrée dans le G20, puisque nous sommes au XXIe siècle et ce n'est plus la puissance au sens propre qui domine le monde. Aujourd'hui, on parle même de, c'est d'ailleurs une théorie des relations internationales, de la puissance de la faiblesse. Donc nous avons des États aujourd'hui qui revendiquent d'une certaine façon, sur le plan économique, sur le plan social, leur position sur la carte géopolitique dans le monde, ce qui peut se comprendre. Quand vous prenez des États comme le Nigeria, c'est des poids lourds sur le continent en parlant d'économie, en parlant aussi de démographie. Donc, c'est une puissance non négligeable. L'Afrique du Sud faisant déjà partie intégrante du G20, c'est aussi à prendre en compte. Mais ce que je peux dire par rapport à ça, c'est aussi une façon aussi de redistribuer les cartes. Parce qu'il ne faut pas uniquement voir l'intégration de l'Union africaine comme étant une victoire pour l'Union ou pour les États africains. Non, il faut voir que les jeux sont en train d'être redéfinis. En parlant de ça, j'évoque les BRICS, par exemple, et le monde occidental, le monde enfin, qui a plus ou moins guidé l'orientation économique et financière de la planète depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, a compris qu'il fallait intégrer ces faibles à leur organisation pour justement ne pas être dépassés par la suite des événements. Parce que les BRICS aujourd'hui veulent intégrer
d'une façon certaine ces États du Sud qui sont délaissés. Et quand je parle d'États du Sud, j'évoque bien entendu les États de l'Afrique et bien entendu les États de l'Asie, du sud-est de l'Asie aussi, qui sont aujourd'hui des voix assez fortes qui peuvent se faire entendre. Et je finis là-dessus en disant, c'est certes une note positive, mais une note qui mérite quand même d'être mieux mûrie, puisque on a déjà vu précédemment des intégrations qui n'ont pas profité forcément à l'Afrique. Et dans cette version même d'intégration de l'Union africaine à ce G20, je trouve que c'est aussi un piège dans le sens où l'Union africaine n'est pas représentative de façon globale de tous les États africains. L'Union africaine aujourd'hui a exclu 6 États pour diverses raisons qu'on sait déjà. Donc tout ça additionné au fait que l'Union africaine représente toute l'entité, c'est pas efficace en termes de proportion, c'est pas véritablement efficace aussi en termes de résultats. Mais il faut aussi saluer aussi cette perspective, parce qu'il faut noter que c'est aussi une bonne décision qui va permettre d'une certaine façon de conjuguer les efforts globaux d'efficacité économique, je vais dire, et financière du continent. Vous êtes en train d'aborder déjà ce que cette fusion ou cette adhésion apporte à l'Afrique. Oui, allons-y. Qu'est-ce que cela apporte désormais à l'Afrique? Parce que pour le commun des mortels, on dit G20, on dit l'Union africaine, désormais membre du G20. Qu'est-ce que cela apporte à l'Afrique, ou du moins à l'Union africaine? Oui, je préfère la deuxième partie. Qu'est-ce que cela apporte à l'Union africaine? Alors déjà, l'Union africaine pourrait assister de façon permanente aux différents sommets du G20 qui, généralement, veulent améliorer la coordination des politiques de croissance dans les pays et veulent aussi, surtout, gérer les crises financières, parfois les anticiper et parfois trouver des solutions techniques, puisque durant justement les sommets du G20, les institutions de Bretton Woods, le FMI et la Banque mondiale y participent aussi. Donc c'est une façon aussi d'apporter un appui direct pour les États qui souffrent des crises financières. Alors, deuxième chose que cette intégration peut apporter directement à l'Afrique, ou plutôt à l'Union africaine, c'est de coordonner à l'échelle mondiale toutes les décisions économiques et financières. Avant, l'Union africaine était exclue de ces discussions. Et je pense que si vous suivez plus ou moins les interventions des chefs d'État, des États de l'Union africaine, ils se plaignent du fait que les décisions, du fait que les taux de croissance ou encore les taux des dettes soient décidés sur une échelle qui leur échappe. Donc l'Afrique subit beaucoup plus qu'elle ne participe au débat. Donc là, c'est une façon de mettre l'Afrique devant le fait accompli d'être là où les choses se décident. Exactement, de faire partie désormais des décideurs. Enfin, ce qui est certain, c'est qu'on en est encore bien loin parce que même au sein du G20, il y a le G8 déjà qui est activement impliqué. Est-ce que l'Afrique aura véritablement au sens propre une voie de décision? Mais tout porte à croire qu'on est véritablement dans une nouvelle ère, une ère en tout cas qui ouvre la porte à ce que ces États dits faibles, ces États dits en développement occupent aujourd'hui l'espace non seulement économique mais aussi géopolitique. Très bien, ça je pense qu'au-delà de tout, c'est un signal fort pour le continent, signal parce que cette décision, cette adhésion donnera aux intérêts et perspectives africains une voix et une visibilité au sein de cet organe important. Parce qu'il a rappelé, c'est les grandes économies qui se réunissent. Aujourd'hui, ces économies ont compris qu'elles ne peuvent plus faire sans l'Afrique. C'est vrai qu'il y a déjà l'Afrique du Sud qui était partie intégrante de cette organisation. Ils ont compris également que les autres pays de l'Afrique sont très importants également. Moi, je pense qu'au-delà de cette intégration, au-delà de la joie peut-être, parce qu'il a rappelé, vers sa chute, que ça permet à l'Afrique, à l'Union africaine de rester dans les grandes instances de décision, là où se font
les deals et des débats en ce qui concerne le développement, enfin, des enjeux mondiaux, on va le dire ça comme ça. Et je pense également que ça doit être un cadre propice pour amplifier le plaidoyer en faveur du continent et son efficacité à contribuer à relever des défis mondiaux. Et je pense que c'est ce que le président de la Commission africaine de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, c'est ce qu'il a souhaité. C'est peut-être un grand jour pour le président en exercice de l'Union, notamment le chef d'État des Comores. Et je pense qu'au-delà, l'Afrique a deux atouts importants, à mon avis. C'est sa démographie et réunir. Ah oui, sa démographie. L'Union africaine. Oui, l'Union africaine réunie, sa démographie. Et après, c'est 3 000 milliards de dollars de PIB. Ça n'est pas rien. Donc, c'est très important. Et au-delà de ça, il y a les matières premières qu'il ne faut pas oublier. Et que ces grandes économies, quoi qu'on dise, ont besoin des matières premières. Je pense que le consultant ne me dira pas le contraire. Ils ont besoin des matières premières de l'Union, des pays composant l'Union africaine, ils ont besoin des matières premières. Ils ont également, il ne faut pas oublier, et que l'Afrique, on a constaté que la guerre entre la Russie et l'Ukraine, l'Afrique quand même s'est penchée un peu plus du côté de la Russie. Ces grandes économies veulent également que l'Afrique puisse revoir sa position. Je pense que c'est une grande instance des deals et des débats du développement. Et donc, je me dis, c'est vrai que c'est une très bonne chose pour l'Afrique. On essaiera, il faut y aller, pas en rang dispersé, forcément. Parce qu'en rang dispersé, on n'a peut-être pas le poids. Chaque pays pris individuellement, au-delà des grandes économies que nous avons sur le continent, est-ce que chaque pays pris individuellement fait le poids? Je ne pense pas. Mais il faut y aller en union et je pense que c'est ce que l'Union africaine a fait. On espère véritablement que cette intégration puisse donner la voix à l'Afrique pour que l'Afrique puisse également défendre, contribuer aux enjeux mondiaux. C'est ce qu'on va souhaiter. On va souhaiter qu'au-delà, on a connu, le spécial l'a rappelé, on a connu des intégrations qui n'ont pas forcément impacté l'Afrique. Mais on espère que cette fois-ci, ça va impacter l'Afrique. On espère que chaque État de l'Union, on espère que l'Union puisse quand même essayer de concilier les ardeurs au sein de chaque État composant l'Union africaine pour que véritablement nous puissions bénéficier de ces enjeux mondiaux, pour que nous puissions bénéficier des avantages de cette intégration. Parce qu'il ne faut pas vous le cacher, nous sommes les nations, c'est les intérêts. C'est les intérêts, les nations n'ont pas d'amis, c'est le général de Gaulle qui l'a dit. Des intérêts, la France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Ici, c'est une grande instance, il faut parler des intérêts. Je pense que les Africains auront quand même essayé, vont peut-être peser dans cette balance-là. C'est très important et on espère bien qu'il y aura des retombées pour le continent. Hamzat, vous n'êtes pas économiste, je le sais, mais est-ce que sur le plan économique, avec les prêts que les instances font aux Africains, aux pays africains comme la Banque mondiale et autres, est-ce que le fait qu'aujourd'hui l'Union africaine intègre le G20, cela ne sera pas un avantage pour comment je vais dire, les taux de remboursement qu'on leur fait? Oui, c'est l'épineuse question que les États africains se posent depuis plusieurs années par rapport à ce traitement du deux poids, deux mesures, puisque ce deux poids, deux mesures, l'Afrique... On dit souvent que les dettes s'aggravent, alors que oui. normalement, et paradoxalement, quand on leur emprunte de l'argent, ils doivent pouvoir quand même rembourser dans un délai avec un taux de remboursement. Et les dettes s'aggravent. Est-ce que le fait que l'Union africaine intègre le G20 pourrait quand même amoindrir J'allais y venir. Cela? Oui, j'allais y venir. En réalité, il y a un deux poids, deux mesures dans le système mondial et financier. Depuis la fin de la Deuxième Guerre, je le disais tantôt, la puissance s'est muée en réalité en la force suprême sur tous les plans. Économique, social et politique. Politique dans le sens où la pensée unique disait il fallait faire la démocratie pour mieux profiter des avantages du monde. Et le discours de François Mitterrand lors du sommet de la Baule le 20 juin 1990 l'illustre très bien.
si vous n'êtes pas des États démocratiques, au sens propre du terme, avec élection et tout ce qu'il faut à l'appui, vous n'aurez pas l'aide des États amis de la France ou vous n'aurez pas l'aide française. Ça, c'est des choses qui s'entendent dans un sens global. Parce que aujourd'hui, les choses sont en train de changer dans la mesure où les États africains revendiquent ce deux poids, deux mesures, ou dénoncent ce deux poids, deux mesures. Vous avez des États européens ou asiatiques qui bénéficient peut-être des prêts à des taux plus avantageux que les États africains. Pourquoi cette différence? Pourquoi cet écart? Les États africains se posent suffisamment des questions. Est-ce parce qu'on n'est pas intégré au sein de ces instances? Est-ce parce qu'on n'a pas un poids décisionnel au sein de ces institutions de Bretton Woods? Et évidemment, on peut le comprendre parce que ces institutions de Bretton Woods sont nées justement après la Deuxième Guerre mondiale. Deuxième Guerre mondiale où on a instauré la force de la puissance, puisque les États africains n'étaient pas au sens propre des puissances à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ceux qui ont fabriqué cette politique économique et financière qui pèse aujourd'hui sur le monde, pas que de l'Afrique, mais sur le monde du Sud, eh bien, ces derniers, évidemment, sont les véritables bénéficiaires. Maintenant, est-ce que intégrer l'Union africaine de facto veut dire que cela va changer? Je dis non. Non, parce que... Ah oui? Oui, parce que, évidemment, ça changera. Ça pourrait déjà être un début de changement. Ça, on peut le comprendre. Un début de changement par rapport à la façon dont on considère le continent africain et les États africains. Ça, c'est une certitude. Mais est-ce que cela va de facto modifier ce qui a déjà été écrit depuis 1945? Je ne crois pas que ça puisse être le cas. Mais il faudrait que les États africains puissent travailler dans le sens où on puisse mieux considérer les États africains, qu'on puisse mieux écouter les intérêts africains et qu'on puisse surtout écouter la voix des Africains quand il s'agit de l'économie, des finances. Je pense que l'Afrique a quand même quelque chose à apporter sur cet échiquier qui peut apporter un plus effectif au monde dans son ensemble. Et l'autre chose aussi dont on ne parle pas assez, c'est que le G20 est aussi un groupe, malgré qu'il soit un groupe, il est assez divisé sur la question aujourd'hui, comme l'a rappelé tout à l'heure mon confrère, la question de la guerre en Ukraine, et encore aussi divisé sur la question du climat. Le climat aujourd'hui, c'est un enjeu très important dans ce monde. Et l'Afrique, aujourd'hui, joue un rôle stratégique. Récemment, il y a eu le sommet du Kenya sur, justement, le climat, parce que l'Afrique revendique, par exemple, qu'il n'y a pas suffisamment d'appui financier sur le continent par rapport aux solutions quand il s'agit de climat. L'Afrique ne produit que 4% dans son ensemble de gaz à effet de serre et de CO2. Mais l'Afrique subit le plus en réalité les conséquences du changement climatique. Et malheureusement, les promesses faites lors des différents COP, de COP 21 et dernièrement COP 27 à Sharm el-Sheikh en Égypte, n'ont pas apporté ce plus que recherche l'Afrique, c'est-à-dire la véritable aide, la véritable stratégie qui puisse régler le problème de la désertification, qui puisse régler le problème de l'énergie et qui puisse régler aussi le problème des énergies renouvelables. On parle des énergies fossiles comme étant désormais mortes ou prochainement enterrées, alors que l'Afrique est dotée de pétrole, est dotée de gaz qui aujourd'hui seront rangés dans les tiroirs. Mais quelle alternative le monde dans son ensemble propose à l'Afrique? On parle d'énergie renouvelable, on parle d'énergie verte, on parle d'agriculture aussi. Mais est-ce que le monde s'investit suffisamment pour que l'Afrique, qui est censée être la solution à plus de 70 voire 80% à ce problème climatique, est-ce que le monde s'investit suffisamment sur l'Afrique? Donc, c'est autant de choses dont le G20 va débattre, le climat, l'économie, les finances, les politiques de croissance, la gestion des crises financières. C'est autant de choses dont le G20 va discuter et débattre en intégrant désormais l'Afrique, en intégrant désormais l'Union africaine. Mais je reste toujours sceptique parce qu'il faut noter que l'Union africaine n'est pas suffisamment représentative des intérêts des États africains dans leur ensemble.
Il faut rappeler quand même que c'est le président de l'archipel des Comores, Azali Assoumani, qui est donc l'actuel président de l'Union africaine. Donc c'est sous son mandat que ça a été concrétisé, même si vous restez un peu sceptique, je suis sceptique par rapport aux solutions. Exactement, parce que prenez l'Afrique dans son ensemble. Il y a des problèmes en Afrique qui perdurent, mais l'Union africaine ne fait pas de propositions concrètes pour régler les problèmes sociaux, les problèmes culturels, les problèmes économiques du continent africain, les problèmes politiques encore moins. L'Union africaine est plus enclin à sanctionner qu'à trouver des solutions ou à trouver des stratégies qui peuvent éviter le drame politique. On n'en parlera jamais assez. Et il faut aussi noter une chose très importante, c'est le rôle stratégique qu'a joué l'Inde pour l'intégration de l'Union africaine. L'Inde aujourd'hui, moi je le dis souvent, l'Inde est passée du non-aliment au multi-aliment, avec en égide leur ministre des Affaires étrangère, Jai Shankar Subramanian. Et Jai Shankar Subramanian a développé la notion du multilatéralisme axé sur un multi-alignement. C'est-à-dire, l'Inde peut dîner le soir avec les États-Unis et prendre le petit déjeuner avec Vladimir Poutine ou déjeuner avec la Chine et après prendre l'apéro avec la France. Donc, c'est ça le multi-alignement. Et c'est un modèle sur lequel les États africains, je ne dis pas l'Union africaine, modèle politique. Exactement, c'est un modèle politique, un modèle géostratégique sur lequel les États africains devraient se reposer parce que les États africains sont enfermés en fait dans cette mauvaise décolonisation qui s'est effectuée en 1960 et sont enfermés dans cette perspective de la domination des Occidentaux et n'arrivent pas à trouver des alternatives diplomatiques, politiques, économiques à leurs problèmes. Et c'est ça le véritable nœud de la question. Il faut que l'Afrique puisse penser à aller, à voir loin, un peu comme l'Inde, il faut que les États africains puissent prendre vraiment le taureau par les cornes. Je pense qu'on ne sera pas vif d'espérance. On va espérer que le lobby diplomatique d'Azali Assoumani puisse quand même essayer de faire asseoir sur le continent, on va dire ça comme ça, cette intégration puisse traduire dans les actes au niveau de l'Union africaine, on va dire ça comme ça, puisse traduire une vision d'une gouvernance juste en ce qui concerne la politique, le secteur, la politique, l'économie et le social. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'Union africaine n'est pas forcément représentative de tous les États du continent, mais il faut quand même qu'elle essaye de parler, de bien parler, comme l'a dit Hamzat, de parler que véritablement les problèmes qui se posent au monde entier, dont l'Afrique n'est forcément pas responsable, pour que des solutions soient trouvées au sein de cette grande instance, pour que véritablement l'Afrique ne soit pas impactée par les problèmes qui viennent de d'autres nations du monde. Et je pense qu'on va garder espoir sur ce que cette intégration puisse apporter quelque chose d'important à notre continent. C'est vrai que individuellement pris, certains chefs d'État applaudissent déjà cette intégration, notamment le Bola du Nigeria, le Sénégalais qui dit qu'il avait travaillé activement pour cette intégration, le Kenya également. Chacun tire le drap de son côté. Oui, exactement. Mais je pense que véritablement, c'est que l'Afrique puisse gagner, l'Union africaine puisse véritablement gagner pour le continent. C'est ce qu'on va souhaiter. Hamzat Fassassi, ce pas fait, est-ce que l'Union africaine, Hamzat Abdoulaye, est-ce que, Fassassi c'est un confrère, un journaliste, exactement. Voilà. Hamzat Abdoulaye, est-ce que une fois ce pas fait, l'Union africaine ne devrait pas revoir sa structuration, sa façon de faire, sa façon de penser les choses, parce que là, elle est à l'instance des grands. Et donc, il va falloir discuter, échanger, avoir une seule voix, une seule position avant d'aller siéger au G20. Qu'en dites-vous, géopolitiquement parlant? Oui, déjà,
il ne faut pas jeter l'eau de bain avec le bébé. Il ne faut surtout pas commettre cette erreur. Pourquoi je le dis? Parce que l'Union africaine, je le disais tantôt, oui, j'ai souligné ces insuffisances vis-à-vis des États africains, vis-à-vis de la politique globale, vis-à-vis de l'économie, vis-à-vis du social aussi. Mais il faut noter que l'Union africaine a quand même effectué des progrès considérables aussi. C'est un fait. Je peux noter par exemple en matière d'intégration sous-régionale, l'Union africaine n'a rien à envier. Elle n'a absolument rien à envier à l'Union européenne. Ça, c'est des choses qu'on peut comprendre et assimiler. Alors, est-ce qu'il faut revoir de facto tout ce qui a été écrit comme test, signé comme traité? Non, clairement pas. Mais il faudrait... Si vous me permettez, si la régie me suit, on peut ouvrir la ligne, on ne sait jamais. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent participer au débat? Est-ce qu'ils ont des choses à dire par rapport donc à l'Union africaine qui devient membre du G20? Ouvrez la ligne pour que les gens puissent intervenir à partir de ce moment. Toutes mes excuses. Non, j'allais donc dire qu'on ne peut pas tout jeter en réalité. Il y a une base qui est là sur laquelle on peut tout de même travailler et l'améliorer. L'améliorer pour le bonheur des États africains, pour le bonheur des populations africaines. Parce qu'il faut comprendre, et c'est peut-être ça l'erreur lors des tests fondateurs de l'OUA, qui est le père de l'Union africaine qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on s'est plus concentré sur les États et les présidents, au lieu d'aller vers les populations. Et un grand diplomate que vous connaissez d'ailleurs, Kofi Annan, disait il faudrait désormais aller vers un 21e siècle qui réunisse les populations. Il disait aussi qu'il faudrait aller vers... Comme en parlant le village planétaire. Exactement, en parlant donc de l'ONU, il disait qu'il faudrait désormais une ONU des peuples. Et je pense que cette version est l'ONU des présidents, l'ONU des chefs d'État, des États surpuissants. Et c'est un peu ça ce que l'Union africaine doit éviter de copier, c'est-à-dire copier une Union africaine qui priorise des États ou qui priorise des chefs d'État au détriment des populations. Non, il faudrait une Union africaine des peuples. Et je salue l'initiative de la ZLECAf qui veut tout de même mettre en place une zone de libre-échange, une zone de libre circulation. Et je crois que ça pourrait être véritablement le déclic en matière d'appréciation de cette Union africaine, parce que la ZLECAf va avantager, bien entendu, les entreprises du continent, va permettre les mutations sans créer de difficultés non seulement aux hommes d'affaires, mais aussi aux populations qui cherchent un lendemain meilleur. Le Béninois peut aller, par exemple, du jour au lendemain en Angola sans avoir des problèmes de passeport, des problèmes de voyage, etc. Et peut librement, au même titre qu'un Angolais, postuler à un boulot, postuler à un job en Angola et bénéficier par ailleurs de l'économie ou du boom économique dans cet État. Donc, c'est autant de choses que l'Union africaine peut revoir. Et l'autre chose, et je finis là-dessus, c'est que, bien entendu, en matière de prévention et surtout de gestion des crises, l'Union africaine n'est pas l'organisation la mieux outillée. L'Union africaine a besoin beaucoup plus de voix, peut-être venant de l'extérieur, qui puissent apporter un plus pour que cette organisation soit beaucoup plus efficace en matière de gestion de crise. Parce que l'exemple à travers les différents coups d'État sur le continent l'illustre très bien. Oui, c'est vrai, il faut sanctionner, mais exclure les États, c'est une façon d'exclure les populations, et ça, c'est bien entendu un drame. Sergino Lokossou l'a dit, l'Afrique ou l'Union africaine, c'est 3 000 milliards de dollars de PIB, ce qui placerait donc l'Union africaine au 8e rang, si on doit donc classer les membres du G20 au 8e rang. Ça veut dire que l'Union africaine est un poids également. Ils ne sont pas à côté du G20, ils sont membres à part entière. Exactement, ils sont membres à part entière du G20. Et je pense que c'est à l'Union maintenant d'avoir
d'avoir les éléments, les outils nécessaires pour défendre les intérêts du continent. Cela traduit l'expression l'union fait la force. Exactement, exactement, pour que véritablement l'Afrique puisse gagner de cette intégration. C'est vrai aujourd'hui qu'aucune nation du monde ne peut se développer seule. Il faut aller en contact avec les autres nations. On ne le dira jamais assez. On va espérer beaucoup de cette intégration. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est véritablement que l'Union africaine puisse quand même essayer de voir quelle posture adopter par rapport à cette intégration, à cette entrée dans le club des économies importantes, des économies distinguées, on va dire ça comme ça. C'est vrai que là va se jouer, à cette instance, va se jouer les enjeux mondiaux. Il faut quand même que l'Afrique puisse parler l'Union puisse parler d'une, et même voir, l'Union puisse recueillir au sein de chaque État africain les desiderata des populations, voir dans quelle posture elle peut rester, voir ce qui ne va pas, voir ce qu'elle peut proposer l'Union africaine, voir ce qu'elle peut proposer à cette grande instance de prise de décision. Je l'ai dit que c'est là où se font les deals et il faut vraiment que les deals puissent arranger le continent, l'Union africaine, et véritablement, on va espérer que les uns et les autres puissent véritablement travailler pour que l'intégration, derrière cette intégration, que l'Afrique ne gagne pas. C'est vrai que les autres nations ont besoin du continent. Et ça, c'est indéniable. Hamzat l'a rappelé. Les autres nations ont besoin du continent. À défaut, en matière, dans beaucoup de domaines, ils ont besoin du continent, notamment en ce qui concerne les matières premières, par exemple. Ces grandes économies ont besoin du continent. En matière de géopolitique, elles ont besoin du continent africain. Et je pense qu'on va espérer qu'au-delà de cette joie qui est exprimée par-ci, par-là, au-delà de cette joie, que véritablement de vraies stratégies, l'Union puisse faire asseoir de bonnes stratégies, puisse parler véritablement au nom du continent dans cette grande instance, afin que les retombées puissent véritablement profiter à tout le continent, à toute l'Union africaine. Et ce qu'il faut faire également, c'est de corriger ce qui ne va pas au sein de l'Union africaine d'abord, de voir ce qu'il faut faire pour que toutes les nations africaines puissent véritablement intégrer cette union, corriger ce qui ne marche pas au sein des différents États de l'Union. Il faut que l'Union puisse jouer véritablement ce rôle-là, que l'Union ne soit pas forcément l'Union des présidents de la République, mais l'Union des peuples africains, parce qu'aujourd'hui, les atouts également, c'est la démographie, c'est la jeunesse africaine, et l'Afrique a une jeunesse très compétente, une jeunesse vraiment à l'œuvre pour changer les choses, et il faut véritablement que cela soit fait dans une action coordonnée, pour que cela soit véritablement fait, pour que l'Afrique puisse gagner, pour qu'on puisse quand même sortir la tête de l'eau. Parce que, quoi qu'on dise, on ne va pas rester toujours dans l'histoire, parler des colons. Non, non. Aujourd'hui, l'Afrique a une voix et tout le monde le sait. Tout le monde entier sait que l'Afrique a une voix. L'Afrique a sa part à jouer dans les enjeux mondiaux. L'Afrique a beaucoup à faire. L'Afrique est un continent très convoité. Et c'est très important que ces nations puissent puisse donner à l'Afrique sa voix et que l'Afrique puisse véritablement jouer son rôle comme ça. Hamzat, il ne nous reste que 2 minutes pour conclure, mais également pour conclure l'émission. Le sujet n'intéresse pas vraiment ceux qui nous intéressent, mais également sur les plateformes, ça ne les intéresse pas, puisqu'on a eu les réactions. Certains ont dit que ce n'est pas leur problème, que chacun s'occupe de ses problèmes, comme l'a dit Boboué. Bon, je ne sais pas. On peut comprendre. On peut comprendre. Mais par contre, Alexis Balogun dit bonjour le plateau, merci beaucoup pour vos efforts d'être collé à l'actualité pour la question. Rien tout simplement parce que nous n'avons pas assez de dirigeants dignes en Afrique. Nos dirigeants courent derrière leur intérêt personnel sans se soucier des mandataires. Il faut qu'ils se disent d'où nous venons, où allons-nous, où sommes-nous avant d'être utiles au G20. Oui, c'est des interrogations. Et ce sera votre mot de la fin. Oui, ça note un peu l'image de ce qu'est ces unions africaines. C'est ce que ressentent les populations. Vous avez dit qu'il faut que ça soit l'union des populations. Ça. Donc, il faut savoir une chose, quand vous prenez le budget de l'Union africaine, ça ne fait même pas la moitié d'un club comme le FC Barcelone, par exemple. Et vous avez, par exemple, 40% des États de l'Union africaine qui ne payent pas leurs dettes ou leurs cotisations.
C'est assez dramatique. Et vous avez aussi un autre pan de la chose, c'est que les contributeurs financiers de l'Union africaine sont tous étrangers et parfois jusqu'à 70% du budget de cette union. Alors dans ce schéma, comment voulez-vous que les populations s'intéressent à l'Union africaine? Comment pouvez-vous comprendre que les gens puissent légitimer les actions de l'Union africaine ou les sanctions, voire même les exclusions de l'Union africaine? Je suis sceptique par rapport à cette intégration, encore que le G20 n'a pas pu résoudre les questions des crises financières, même si son rôle est avant tout de prévenir les crises et de les régler. On va devoir revenir sur le sujet. Si vous en avez encore à dire, on a le temps, on va revenir là-dessus. Hamzat Abdoulaye, merci d'être venu. Vous êtes consultant géopolitique, vous êtes également spécialiste des questions internationales et de la démocratie. Merci. Sergino Lokossou, sinon la régie risque de nous prendre l'antenne. Hein. Évidemment. Oui, mesdames, messieurs, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous le savez, c'est un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Hamzat Abdoulaye est disponible. On peut revenir sur le sujet. Il est disponible pour vous et pour nous. Merci à Dr Boris à la réalisation, à la diffusion Martin Toïnser, le community manager, c'est Modeste Goundé, comme on dit, Alain. Je ne vous oublie pas. Merci Alain était au son. Et merci à toutes et à tous. Demain, retrouvez Ahmed Arekpa. Bonne journée à vous et à bientôt, je vais dire.